Allez, on est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 3 mai 2021. Au programme, comme tous les lundis, les prix. Ce lundi, pas de top 10 des ventes Steam. On l'aura probablement demain, c'est pas très grave. On enchaînera avec un des trucs qui m'a pris pas mal de temps ce week-end. La victoire de la Carmine Corp aux EUM de League of Legends. On va en reparler vite fait. Et un nouveau record d'audience sur Twitch. C'est assez incroyable l'engouement pour effectivement du spectacle, mais tout de même considéré comme pas le plus haut niveau. Donc c'est plutôt stylé. On parlera ensuite de Shadow, le service de cloud computing qui va passer sous le giron d'OVH. Ça a été officialisé ce week-end par le PDG d'OVH sur Twitter avec un petit message et une photo de la lettre du tribunal de commerce de Paris, si je ne me trompe pas, qui valide la chose. Et une annonce, du coup, pour la suite de Shadow, qui laisse planer un doute. On parlera ensuite Xbox Game Pass avec les nouveaux jeux qui rentrent ce mois-ci dans le service de catalogue de jeux de Microsoft et aussi ceux qui s'en vont, bien sûr. Souvent, il y a il y a des nouveaux, mais il y a aussi des gens qui s'en vont, hein. Ça reste en général des durées limitées. C'est pour ça que parfois il faut pas trop attendre, même si normalement il y a les infos. Il y a les infos pour savoir le temps que ça dure, jusqu'à quand vous avez pour jouer à tel ou tel titre. Ça, c'est pas mal. Bien sûr, pour ne pas faire de concurrence déloyale, on parlera ensuite un peu de Sony et de sa PS5 avec des annonces. Des annonces pas si surprenantes que ça, mais un peu prématurées, je trouve, de la part de Sony qui pourrait lancer une nouvelle version de la console PS5. On va en parler vite fait. C'est un peu surprenant et c'est un peu tôt. C'est pas la première fois que Sony fait des nouvelles versions de ses consoles, mais là, on est vraiment sur le tout début de la vie de cette PS5, donc un peu étonnant. On parlera rapidement de rumeurs chez Apple avec un iPhone qui aurait un écran pliant. Alors c'est pas tout de suite, c'est des rumeurs, mais visiblement ça vient de personnes qui ont déjà lâché des informations avant l'heure, donc on peut peut-être écouter ce qu'ils ont à nous dire. La suite, ce sera petite news sur les processeurs avec du processeur Intel du 11e génération mobile un peu spécial et plutôt intéressant sur le papier. Et on finira comme d'habitude avec des news cartes graphiques et une petite news sur un écran qui est intéressant pour la fin. Vraiment, ce sera petit, petit truc pour nous remettre un peu de bonheur dans notre vie après la session carte graphique. On peut commencer tout de suite avec le prix et malheureusement on commence avec le prix des cartes graphiques et comme d'habitude, en plus des problèmes, on peut appeler ça comme ça, les problèmes de disponibilité, les problèmes qu'on a pour trouver une carte graphique pour du gaming à peu près à n'importe quelle gamme, même si le très haut de gamme est un peu plus disponible parce que à des prix bien plus hauts. Voilà, on a une hausse à peu près partout et cette semaine, enfin la semaine passée, c'est surtout le bas de gamme et les anciennes générations qui trinquent, avec notamment chez AMD les 5500 XT, 5600 XT et 5700 XT qui augmentent.
Voilà, on a des augmentations de l'ordre de 40 à 70 euros. Voilà. Donc ça fait tout de suite mal. Surtout que c'est du coup pas les dernières générations. Et en plus, plutôt entrée milieu de gamme avec les 5500, 5600 et 5700. Donc c'est dur. Mais c'est pareil chez Nvidia, hein. Rassurez-vous, Nvidia, les mêmes types de gamme qui sont ciblés. Ici, les 1650, les 1650 Super, les 1660, les 1660 Super et les 1660 Ti, mais aussi les 2060 qui, voilà, qui augmentent plus ou moins. Mais pareil, bien trop, hein, bien trop. On est par exemple sur de l'entrée de gamme, vraiment de l'entrée de gamme avec des 1650. Et on a des augmentations de l'ordre des 40-45 euros ici. Voilà, hein, sur une carte qui à la base coûtait 165, on passe à 210, ça fait très très mal. Et sur du milieu de gamme, les 2060 par exemple, on était à 390. Voilà, c'est ok, c'est correct. On passe à 500. Voilà, une petite augmentation de seulement 110 euros. Voilà, augmentation de bien de trop. Forcément, on est presque à un tiers du prix d'augmentation. Ça fait très très mal. À noter en plus que voilà, c'est sur quelques produits qui ont été mis en stock et qui sont forcément restés très peu de temps en stock, comme quasiment tout le temps. Même si plus c'est abusé en termes de prix, plus ça a tendance à rester longtemps en stock. Tout dépend des modèles et certains partent dans tous les cas très vite, surtout en ce qui concerne l'entrée et milieu de gamme. Et le début du haut de gamme, voilà, le très haut de gamme, c'est encore une autre histoire. On est sur des cartes qui parfois dépassent les 2000 euros, donc c'est une autre histoire. Continuer avec les processeurs. Les processeurs, c'est un peu plus sympa, heureusement. Tout n'est pas dans le même état que le secteur des cartes graphiques. On va commencer avec déjà la nouvelle importante du côté d'AMD, une redisponibilité sur le très haut de gamme de chez AMD, le 5950X. Je rappelle, ce processeur possède 16 cœurs de base. C'est un monstre, c'est un vrai monstre qui passe à 799 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, oui, effectivement c'est beaucoup, mais on est sur un processeur qui a 16 cœurs déjà de base. Donc en termes de performance, on est sur quelque chose de très très puissant. Et ensuite, on est en dessous du prix de sortie. Déjà, on est sur une baisse énorme par rapport au prix avant, avec des très faibles disponibilités. Et on est en dessous du prix de sortie. On est du coup à 800 euros. Le prix de sortie, c'était 850. Du coup, c'est quand même plutôt intéressant pour le coup. Ça ne s'adresse pas à grand monde. Très peu de gens ont besoin d'avoir un processeur avec 16 cœurs. Forcément, on est sur des processeurs très chers vu le genre de performance. Mais voilà, les pros notamment pourront avoir un intérêt à aller chercher ce genre de processeur pour de l'applicatif lourd. Là, vous aurez les performances dont vous avez besoin pour à peu près tout, hein. Clairement, si on est vraiment sur ce qui se fait de mieux chez AMD pour, voilà, pour une machine seule. On parle pas de... On peut toujours aller chercher plus, mais c'est encore différent. Là, on parle d'une machine avec une architecture classique. On va ensuite commencer avec les hausses. On a quelques hausses. On a chez Intel une hausse sur le i5 10e génération, le 10600K, qui repasse à 236 euros. Il était vers les 205, je crois, avant. Donc voilà, augmentation assez conséquente tout de même. Et une augmentation, alors ça, on peut moins s'y attendre, sur le i9 11e génération, le 11900K, qui lui prend, bon, il prend seulement 10 euros sur un processeur qui coûte de base quasiment 700, il était à 690, il se retrouve à 700.
mais un peu étonnante dans le sens où peu de chances qu'il trouve vraiment son public, ce processeur. Il a l'air d'être, il est très cher et en termes de performance, on a presque envie de rester sur la 10e génération, voire on a carrément envie de rester sur la 10e génération. Donc, à part pour les gens qui s'amusent à faire de l'overclocking, ça a l'air un peu restreint en termes de public. Donc un peu étrange qu'ils l'augmentent, mais s'ils veulent. Chez AMD, on a le Ryzen 5 3600X qui lui aussi augmente, il prend 15 € d'augmentation. Peu dommage, hein, c'est un des produits qui s'est le mieux vendu dans les Ryzen 3000. Vraiment, hein, c'est un des produits qui a été le plus plébiscité. Donc, dommage qu'il soit toujours si cher, alors que maintenant on est passé au Ryzen 5000. Un peu triste là-dessus. On a aussi des baisses, ne vous en faites pas. Il faut quand même des bonnes nouvelles. On commence avec le i5 11600K qui, petite baisse qui passe en dessous, enfin, passe à 300 €, hein, il perd 5 €. Mais voilà, c'est plutôt intéressant tout de même. Même si, voilà, cette 11e génération, c'est ce que j'en pense. Côté AMD, on a le Ryzen 9 3900X qui perd 10 €. 440 € pour déjà un vrai gros processeur performant. Et on a aussi le 3950X qui baisse, il se retrouve à 749. Mais à ce prix-là, on n'est pas loin du dernière génération qui est pour le coup plus performant. Donc peut-être si vous n'êtes pas à 50 € près, peut-être plutôt se tourner vers le 5950X qui est de nouveau avec une vraie disponibilité et à un prix pour le coup plutôt attractif pour ce genre de performance. Encore une fois, Intel n'a pas vraiment convaincu sur sa 11e génération, à part peut-être pour des configs plutôt accessibles, mais avec un peu de performance tout de même, le 11400F, le i5 accessible, du genre des configs gaming entrée de gamme, mais sinon pour le reste... Et l'overclocking aussi, apparemment, ils ont battu des records en utilisant ces nouvelles plateformes. Donc voilà, hein, pour ces trucs-là, peut-être. Pour le reste, pas vraiment convaincu pour ma part. On continue avec les SSD et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, pas de hausse massive sur les SSD. Et ça nous régale. Toujours des bons prix. Seulement à noter, 2 hausses significatives tout de même sur des produits Corsair plutôt axés du gros débit tout de même, du PCI Express 3.0 et 4.0 avec le MP 510 480 Go qui était à un prix assez attractif de 70 € depuis quelques semaines et qui repasse à 84 €. Donc plutôt belle augmentation tout de même. Et pour un peu plus, le MP600 2 Tera qui lui passe de 379 à 434. Donc aussi belle augmentation. On a quelques baisses aussi, hein. Voilà. Non, en fait, on n'a qu'une baisse sur un Samsung. Mais toujours des prix, à part ces deux références de chez Corsair, qui ont une vraie augmentation. On a des prix plutôt sympas. Et c'est cool. Pas sûr que ça tienne. On voit beaucoup de gens s'affolent, hein, mais pour l'instant, on est bien. Croisons les doigts pour que ça le reste. Salut Bami13. On continue avec la RAM et là, bonne nouvelle, on a frémi pendant quelques semaines, on nous a annoncé des hausses massives de l'ordre de 20% à peu près en général et ça fait mal. Mais chez nous, pour l'instant, on ne le ressent pas. On est toujours sur des prix qui restent, ils augmentent, ils rebaissent, ils augmentent. On est en dents de scie totale sans avoir des vraies augmentations baisse. Donc ça finit par s'équilibrer. Encore une fois, on nous a annoncé hein, quand même
une augmentation mondiale et globale de l'ordre de 20% en moyenne sur à peu près tous les secteurs de la RAM. Et on n'a pas envie que ça se passe comme pour les cartes graphiques. Donc on surveille comme l'huile sur le feu, mais cette semaine ça va bien. Encore une fois, si vous devez acheter de la RAM, traînez pas trop. Il y a moyen que dans quelques mois, ça soit plus cher. Je fais de l'actualité tech et d'autres trucs. Comme c'est dans le titre, en fait. On continue avec un truc qui m'a pris pas mal de temps ce week-end, je vous avoue. C'est les EU Masters sur League of Legends, avec notamment la Carmine Corp qui s'est imposée en finale et qui est devenue champion d'Europe de League of Legends. Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est les champions d'Europe, mais au final, le gagnant de la LEC est aussi champion d'Europe. Du coup, c'est un peu compliqué à expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le système compétitif sur League of Legends. Mais il faut comprendre que la première ligue en Europe, elle est du style américaine avec des franchises. Et qu'ensuite, c'est installé des ligues nationales qui regroupent des pays. Et ensuite, dans ces ligues nationales, chaque ligue nationale a quelques spots pour envoyer en finale qui s'appellent les EU Masters et qui élit le champion d'Europe des ligues nationales. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Déjà parce que la Carmine Corp représente la ligue française. En plus, c'est une structure française. Et c'est la 3e année consécutive que une équipe représentant de la LFL remporte les EU Masters. Du coup, ça, c'est plutôt sympa. Alors, pourquoi ils sont pas en LEC? Parce que c'est différent. C'est différent. Je sais pas comment se passe exactement, comment on peut intégrer la LFL, par exemple, qui est la ligue française. Mais pour intégrer la LEC, eh ben, il y a un nombre de places limité. Du coup, si personne ne cède sa place, il n'y a pas de place. Et si quelqu'un cède sa place, il faut acheter sa place au même titre que les franchises américaines, par exemple la NBA et toutes les autres ligues américaines de sport qui fonctionnent comme ça, où il y a un nombre de places limité et on achète sa place. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas, tant qu'on a les moyens financiers pour assurer, on ne peut pas en sortir. Là où, dans notre système de sport traditionnel européen, par exemple pour le foot, qui représente le sport le plus connu en France, et ben on peut, si on n'est plus assez bon en termes de niveau, on descend de division. Dans les systèmes franchisés, ça n'existe pas. Avec un sponsor, bah ça après, c'est à eux de voir, mais il faut beaucoup d'argent. Quand on parle d'acheter sa place, c'est plusieurs. Alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça représente quand même un sacré investissement, plus derrière les joueurs et toute la structure à faire tourner. Donc on parle ici de moyens qui sont quand même compliqués à mettre en place. Il faut prendre le temps. J'ai entendu dire que il y avait un intérêt de la casser de la K-Corp de un jour arriver, pourquoi pas en LEC, mais ça reste quelque chose qu'il faut préparer si s'ils veulent. Parce que le but c'est pas vraiment juste d'être en LEC, c'est d'arriver en LEC avec une équipe compétitive et de pouvoir derrière faire quelque chose et être bien placé pour que ça marche. Si c'est arrivé en LEC pour être dernier, c'est pas fou quoi. Donc clairement c'est des gros projets. Je pense que voilà, ça doit trotter dans un coin de la tête, notamment de Kameto.
mais il faut prendre le temps de faire les choses. Et déjà, c'est assez. Moi, je trouve ça assez incroyable ce qui se passe autour de la LFL et ici de la K-Corp, hein, parce que du coup, ça a fait des records d'audience sur Twitch, cette finale, avec un pic à plus de 300 000 spectateurs cumulés. On parle de la diffusion en français, hein, uniquement en français de ce match, enfin de ce BO5 de League of Legends. Donc c'est assez incroyable. Et 250 000 en moyenne. Donc, donc juste fou. Ça a regroupé vraiment, vraiment beaucoup de gens. Vraiment une communauté incroyable. Et moi, honnêtement, j'ai regardé. J'ai passé un super moment. Ça a été beaucoup de spectacles. Et j'ai clairement vibré devant cette compétition. Après, j'avoue que je suis initié à League of Legends. Donc c'est plus simple. Et quelqu'un qui ne l'est pas, ça peut être un jeu un peu difficile d'accès quand on n'a pas les codes. Ça, je comprends bien. Mais c'était vraiment du beau spectacle et toujours, toujours encore plus sympa quand c'est des Français, des représentants de la France et tout. J'avoue que nous, en Europe, on a vraiment cet attrait à ça, les représentants des pays et tout. Là où ça l'est un peu moins dans les systèmes américains, et on sait que Riot est une entreprise américaine, hein, donc ils sont d'abord inspirés de ce qu'on fait aux États-Unis et, et ensuite, dans un second temps, un peu de ce qu'on fait nous en Europe en créant ces ligues nationales ou par groupement de pays. Et c'est très bien. Et il faut que ça continue. Là, franchement, on voit que ça marche et c'est super cool. Donc voilà, moi j'y ai passé quelques heures de mon week-end à regarder ces games. Et c'était fou. Il y a eu du spectacle, du suspense et du beau jeu. Tout ce qu'on veut dans ce genre d'événement. On continue avec une petite news sur Shadow. Alors Shadow, j'imagine que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, c'est le service de cloud computing euh, qui est plutôt connu en France, hein, qui était plus ou moins en bêta accès limité depuis hyper longtemps, qui dans un second temps a plus ou moins fait faillite et qui maintenant est officiellement repris par OVH. Ça a été officialisé ce week-end avec un communiqué du PDG d'OVH qui en fait a dit très heureux d'avoir été retenu par le tribunal de commerce de Paris pour le One-Up de Shadow France. L'ambition est simple, bâtir la meilleure offre de cloud gaming au monde. Ni plus ni moins. On a désormais tout dans une seule boîte, équipe talentueuse, aucun souci de capex et le marché mondial. À noter dans ce communiqué qu'on parle de cloud gaming et non plus de cloud computing qui était le service à la base de Shadow. Shadow, c'est un service où vous louez un PC, une machine à distance à laquelle vous pouvez accéder depuis n'importe quel appareil. En théorie, c'est ça. Mais vous avez accès à un vrai PC où vous avez un Windows, vous pouvez effectivement très bien lancer un jeu, mais aussi lancer, je sais pas, un truc de recherche, de calcul, ce que vous voulez, du travail, de la modélisation 3D, ce que vous voulez. Voilà, c'est le principe de base. Le cloud gaming, c'est uniquement du jeu. Donc on perdrait ici une partie de l'intérêt qu'avait Shadow à la base, une partie du public qui pouvait être intéressé par Shadow à la base. C'est un peu dommage à voir. C'est aussi, j'imagine, beaucoup plus simple à faire et à optimiser parce qu'on n'a pas à gérer réellement cet appareil, cette machine virtuelle pour chaque personne et plus faire des trucs un peu temporaires. Donc je comprends qu'ils aient dans un premier temps plus envie de faire ça, mais c'est un peu dommage. À voir comment ça va derrière. Effectivement, OVH a l'avantage d'avoir déjà toute l'infrastructure et aussi du savoir-faire en termes de serveurs, tout ça. Donc il y a moyen qu'ils puissent faire quelque chose de vraiment intéressant, vraiment puissant et vraiment voilà, qui marche bien, surtout chez nous, forcément.
et qui soit disponible pour le plus grand monde, là où Shadow a longtemps été un peu limité là-dessus, parce qu'ils n'avaient pas les infrastructures derrière pour fournir le service à autant de personnes qui voulaient le service. On verra ce que l'avenir nous réserve avec Shadow, qui passe maintenant sous le giron d'OVH. Et on continue avec le Xbox Game Pass qui, ce mois-ci, récupère des titres plutôt pas mal, hein. Franchement, assez étonné par la qualité de ses ajouts. On a dans un premier temps Dragon Quest Builder 2 console et PC, Xbox Game Pass console et Xbox Game Pass Ultimate pour PC. Je sais pas si on peut prendre juste PC tout seul. En tout cas, qui arrive le 4 mai. Ensuite, le 6 mai, on aura FIFA 21. FIFA 21, console et PC. Outlast 2, Cloud, console et PC. Et Steep, Cloud et console, le 6 mai. Et ensuite, mi-mai, vous aurez la deuxième vague avec Final Fantasy X et remasterisé console et PC, Just Cause 4, Psychonaut et Red Dead Online. Tout ça, cloud, console et PC le 13 mai. Donc plutôt pas mal en vrai, surtout par exemple FIFA 21 qui débarque comme ça grâce au EA Play. Donc ça c'est pour ceux qui ont l'Ultimate, non? Je crois. Donc plutôt impressionnant. Bien sûr, qui dit nouveau jeu dit aussi jeu qui s'en va. On a Alan Wake, console et PC qui vont quitter alors à partir du 15 mai du coup, à noter pour ceux qui veulent speedrun le jeu ou la fin de leur partie sur du coup Alan Wake, Battlefleet, Gothic Armada 2, Dungeon of the Endless, Final Fantasy 9, Hotline Miami et Pleby Quest The Crusade, pas facile à dire, qui visiblement s'en vont à partir du 15 mai. Donc si vous vouliez y jouer, vous avez soit le choix de speedrun le jeu, soit de l'acheter. Mais en vrai, le Xbox Game Pass qui vraiment devient un catalogue vraiment impressionnant de titres, notamment de trucs assez récents, assez d'actualité, et ça c'est ce qui peut faire sa grande force. On a parlé de Microsoft avec on est sur le service, mais ça a un lien avec la Xbox du coup, et puis ça a Xbox dans le nom. Du coup, pour être équitable, on parle de Sony et de sa PS5 derrière. Sony qui nous a annoncé, voilà. Alors, on n'est pas encore sur faire, mais c'est à l'étude une nouvelle version de la PS5. C'est à l'étude, hein. C'est eux qui le disent. Version slim, moins puissante, avec des composants qui sont moins en tension au niveau des stocks et de la prod. Ça paraît très surprenant. Vraiment. Tout ça en maintenant le fait que ils ont annoncé que leur production actuelle de ce modèle actuel de la PS5 augmenterait et que la disponibilité augmenterait. On nous parle maintenant d'une version slim. Alors on nous explique quand même qu'elle serait moins puissante, hein. Faut quand même le souligner. Mais pour l'instant, c'est seulement à l'étude. C'est seulement à l'étude. On avait déjà eu les histoires de ventilateurs avec c'est pas les mêmes ventilateurs et du coup ils font pas les mêmes bruits et il y en a un qui fait trop de bruit par rapport à l'autre. Attention, hein. Attention, les versions cheap, attention. Attention, il faut que ça reste une PS5, il faut que ça reste une console next-gen avec des performances next-gen et une compatibilité next-gen. Attention. On veut bien une version slim, on veut pas une version low cost. Il faut rester
Parce que là, franchement, dans leur discours, c'est un peu ça, hein. C'est un peu trouver la version qui peut être produite un peu, peu importe ce qu'on met dedans. Attention, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est seulement à l'étude. Et on verra. Et de toute façon, ils nous ont promis une augmentation de la production du modèle actuel. Donc il va falloir déjà tenir ses promesses là-dessus. Mais c'est à l'étude. Et effectivement, ça peut être une solution. Si on ne va pas perdre trop en performance, en compatibilité, il faut voir ce qu'on nous met entre les mains. Mais faut zioter ça. Faut zioter. On continue avec Apple et des informations d'un analyste, un analyste star même, incroyable, je ne savais pas qu'il y avait des analystes stars. Il s'appelle Ming-Chi Kuo. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Si c'est le cas, je m'en excuse. Qui nous annonce des prédictions sur un futur iPhone pliant de 8 pouces d'ici 2023 avec un peu plus d'informations. Quant à l'écran, on nous parle d'une dalle OLED QHD+ de 8 pouces, flexible, du coup pour que le téléphone soit pliant. Voilà, voilà ce qu'il nous dit. Il a balancé ça à des investisseurs, à un groupe d'investisseurs, machin. C'est une des rumeurs qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Si 2023, on a le temps. Mais il faut pas se mentir. À l'heure actuelle, Samsung fait déjà des téléphones pliants. Et visiblement, il y a un public. Même si, pour l'instant, ils sont très très chers. Chez Apple, ce sera aussi sûrement très très cher. Faut pas se mentir. Et on a vu que les autres entreprises, grosses entreprises qui font des smartphones, notamment les entreprises chinoises, étaient plutôt très intéressées aussi. Alors les entreprises chinoises, ils sont pas encore trop fixés entre pliant et extensible ou pliant et extensible. Faut voir derrière. Mais effectivement, tout le monde voit dans le futur d'Apple un téléphone pliant. Encore faut-il que la technologie soit au point pour que l'appareil final réponde au cahier des charges d'un appareil Apple en termes de finition et de qualité de produit, tout de même. Mais oui, ça va arriver. D'ici 2023, peut-être, je ne sais pas, je ne remettrai pas en doute la parole de cet analyste star. Mais oui, effectivement, ça devrait arriver chez Apple et ça devrait arriver chez à peu près tous les grands groupes qui fabriquent des smartphones parce que ça a l'air d'être une volonté des clients d'acquérir ce genre de téléphone. Ça a l'air de plutôt bien plaire. Après, encore une fois, à voir les prix. On est sur à l'heure actuelle, seulement des modèles. Alors, on n'est même plus haut de gamme, on est sur de l'ultra haut de gamme. On est sur des téléphones qui. Le Z Fold, il est à plus de 2000 euros. Hein, donc, voilà, on est sur des trucs qui sont vraiment pour une très petite partie de la clientèle. Voir si ça peut pas se démocratiser un petit peu. On va parler processeur avec un processeur Intel incroyable. C'est une bonne news. Processeur Intel 11e génération, un i9, le 11950H. Les gens qui connaissent bien auront reconnu que c'est un processeur mobile, donc pour un ordinateur portable. Mais ici on parle des monstres. Hein. On est sur un i9 déjà, donc le haut de gamme Intel. On n'est pas sur le maximum, mais on rappelle, plateforme mobile, donc on a plein de contraintes liées au fait que ce soit une plateforme mobile, notamment en termes de chaleur, et oui, parce qu'on n'a pas les mêmes refroidissements, et aussi en termes de consommation, parce que la batterie. Mais ici on nous annonce du coup un processeur 10 nanomètres, donc déjà c'est bon, on arrive sur le 10 nanomètres Intel là, enfin, ce qu'on attend tous, ce qui va enfin faire passer Intel dans une nouvelle ère de performance. On l'attend.
On a les 8 cœurs des i9 11e génération. Là-dessus, pas vraiment de surprise. On nous dit que le processeur fonctionnera à 2,6 GHz, ce qui est plutôt énorme, en vrai, plutôt énorme. Et il peut atteindre 4,9 GHz. Alors j'imagine tout de même que c'est 4,9 GHz. C'est sur un seul cœur, j'imagine, mais je n'ai pas la vérification. Le point très intéressant, vu qu'il est mobile, c'est que le TDP, l'enveloppe thermique, elle est de 45 watts. Donc, du coup, voilà, une consommation faible et chaleur émise faible aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on est sur quelque chose qui est mobile effectivement, donc avec des imitations bien plus fortes que sur des processeurs de bureau, mais des performances qui sont clairement au niveau de ce qui se fait sur les processeurs de bureau, voire au-dessus. Donc là, les 10 nanomètres sur ces 11e génération portables font très envie et on n'a qu'une envie après avoir été tout de même assez déçu par cette 11e génération de processeurs de bureau, de voir le 10 nanomètres débarquer pour les processeurs de bureau Intel parce qu'on veut voir Intel qui, euh, qui passe, euh, qui passe ce cap de performance qui leur manquait pour recoller à AMD. On veut une vraie bataille entre Intel et AMD. Honnêtement, moi, sur le papier, j'ai pas de préférence et mon plus grand vœu, c'est qu'il soit mieux. C'est voilà un pareil, mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. Du coup, vraiment très proche l'un de l'autre, comme ça, une vraie bataille et un vrai questionnement entre prendre un processeur Intel ou un processeur AMD. Euh, si on compare directement la 11e génération de processeurs de bureau Intel et les Ryzen 5000 de bureau AMD, et qu'on nommait bien sûr le prix, parce que c'est quand même cher, euh, aller sur AMD, hein, c'est mieux en termes de performance, clairement. Et j'ai plus envie de dire ça, j'ai envie de dire, ah, ça dépend, quel modèle et tout. Mais peut-être pour le 10 nanomètres. En tout cas, ils font très plaisir et on a envie de les voir en test dans des machines pour voir ce que ça donne réellement. Mais c'est très prometteur. Autre chose de très prometteur et qui ne devrait pas arriver tout de suite, mais AMD nous lâche des petites infos sur RDNA 3, la future nouvelle architecture pour leur carte graphique. Et on nous annonce vraiment des trucs assez incroyables. On nous annonce que la version 7600, donc prenez-le équivalent en termes de gamme au 6600 qui n'existe pas, si, pas sûr qu'elle soit déjà sortie les 6600 ou 5600 encore avant, seront aussi performants que les 6900. Alors faut pas que je me perde. C'est comme si les 5600, les 6600 étaient aussi performantes que les 5900. J'imagine qu'il n'y a même pas 5900. Bref, c'est fou, hein. C'est vraiment faire de l'entrée de gamme aussi performant que le haut de gamme de la génération précédente. Prenez-le comme ça, ce sera plus simple. On sait que c'est pas tout de suite, on sait qu'on sera sur un changement de finesse de gravure et normalement du 5 nanomètres. Du coup, plus la possibilité de mettre plus de cœur dans moins d'espace, enfin dans le même espace. C'est quand même. Voilà, j'aimerais bien vous dire oui tout de suite. Et en vrai, si c'est le cas, je signe. Juste faut voir, faut attendre. On nous parle aussi d'une architecture MCM, donc pourquoi pas avec plusieurs modules, euh, plusieurs, euh, plusieurs puces au sein de la même carte. Ça peut aussi être une solution, comme on le voit annoncé notamment chez Intel avec du Big Little pour des processeurs. On nous parle de 2022, donc dans pas si longtemps que ça. On nous dit que c'est en préparation, mais ce serait un vrai chamboulement. Euh, passer, imaginez par exemple
équivalent chez Nvidia. Là, on est chez AMD, mais équivalent chez Nvidia, c'est comme si on vous annonçait que la 3060 était aussi puissante que la 2080 Ti parce que du coup, il n'y avait pas de 2090. Mais voilà, c'est ce serait quand même pour le coup plutôt sympa. Et on l'espère, mais on attend de voir. Ça reste plus de la com qu'autre chose pour l'instant. On continue avec très rapidement les cartes graphiques. Des news pas super sympas. On va d'abord commencer par les 3080 Ti qui commencent à être référencés sur les sites de vente. On a des prix assez étendus. On va de 1338 à 2257 $. Mais du coup sans les taxes. Mais en dollars, on rappelle, aux États-Unis, ils parlent sans les taxes vu que ça dépend des États. Du coup, ça dépend, mais c'est quand même plutôt cher, encore une fois. Pas de Founders Edition disponible de la part d'NVIDIA. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, on sait que le prix d'annonce d'NVIDIA n'est pas respecté. C'était annoncé normalement, enfin, c'est pas officiel, mais tout le monde avait dit que ça devrait être vers les 1000 $. Ici, on est quand même sur un modèle minimum à 1338, ce qui est beaucoup. À voir, hein, mais de toute façon, ce sera très peu disponible. Ne vous attendez pas, si vous en voulez une, il va falloir vous battre. Parce que ça va être largement demandé par beaucoup de gens. Et les stocks risquent d'être très limités. Allez hop, on fait un petit tour de ce qui a été dispo aujourd'hui. On vérifiera ensuite ce qui est encore dispo aujourd'hui. On a eu de la KFA2 3090 à 3000 €, de la ASRock 6900 XT OC Formula à 2700 €. Voilà, pour les très très chers. Pour du beaucoup moins cher, mais pas du tout un bon prix, on a une 1050 Ti à 289 €. C'est quand même très très cher. Et on finit avec une 3060 à 690 €. Waouh! 690 € pour une 3060, c'est plutôt moche. Allez, on actualise. Alors, ça on passe. Une 2060 qui est là. Petite KFA2, 570 €. Bien trop cher, mais elle est là. Les 6900 XT de Power Color qui ne partent pas trop. Hein. 2200, cette version refroidie par air qui reste souvent là. Des 3090, la KFA2 à 3000 et la Zotac à 2680. Et d'autres 6900 XT, l'autre Power Color refroidi par liquide et celle qu'on a vue, la OC Formula à 2700. Et une 1050 Ti à 290. Aïe aïe aïe, ce modèle me fait mal. Hein. Me fait mal à mon petit cœur. Parce que voilà, 290 pour ce genre de carte, c'est difficile à encaisser pour quelqu'un qui sait à quoi ça correspond. On finit avec quelque chose qui va être un peu plus doux dans les oreilles et dans nos yeux. On va voir cet écran qui est plutôt sympa. On est chez Iyama, 24 pouces, incurvé, Full HD. On va pas chercher les hautes résolutions. Jusqu'à 165 Hz de taux de rafraîchissement, donc compatible gaming. Un design plutôt propre, plutôt travaillé. Un pied qui permet voilà, de moduler la hauteur, l'inclinaison, la rotation. Et en plus de ça, vous voyez, quand même un design plutôt très propre. Et en plus de ça, vous avez apparemment, alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est Cocoteland, un calibrage vraiment au poil. Visiblement, ils ont testé l'engin et ce serait plutôt propre. Alors ça, moi je peux pas vous le dire,
mais d'après eux, c'est très très sympa. Cerise sur le gâteau de cet écran qui est pour le coup plutôt stylé, encore une fois incurvé, Full HD, 165 Hz. Vous imaginez, à ce prix-là, on est sur de l'AMD FreeSync et pas du G-Sync, sinon il serait plus cher. D'Alvea, voilà. 220 €, ce qui n'est pas vraiment cher pour... Bon, il n'est pas très grand, mais c'est vraiment typiquement le genre d'écran pour du gaming un peu... voilà, un peu compétitif, un peu tryhard, un peu passion aussi. Si vous avez une machine correcte, c'est plutôt propre et on a un design qui est vraiment pour le coup très travaillé. On a cette modularité, hauteur, rotation grâce à ce pied. 220 €, c'est plutôt très attractif pour ce modèle qui est joli et efficace en termes de caractéristiques et bien réglé visiblement. Et un design qui marche bien chez moi en tout cas. Voilà qui conclut notre premier point actu hardware de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui m'aide à progresser. Ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce sur quoi vous voudriez que j'aille, ce sur quoi je devrais passer moins de temps. Tout ça m'intéresse, votre avis m'intéresse. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah pas grand chose, hein. Juste on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Et merci d'avoir regardé. À demain.